Président, bonjour. Bonjour. Nous avons cherché à vous rencontrer parce que dans les dernières semaines, il y a un rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques qui a fait grand bruit. Quelle est votre analyse? Vous savez, la Chambre régionale des comptes, pour nous, et la Chambre nationale, puisque le rapport dont vous parlez est un rapport national, est un des garde-fous nécessaires, pour ne pas dire indispensable, au bon fonctionnement des collectivités territoriales. Moi, je ne parlerai que des collectivités territoriales, parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux. Et la Chambre régionale des comptes a ceci de particulier, c'est qu'elle attire notre attention sur la façon dont nous avons géré, dont nous avons dépensé l'argent public, et même si quelquefois certaines annotations peuvent paraître un peu en décalage avec ce qu'on a fait, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de difficulté à comprendre ce qui nous est... Moi des rapports de Chambre régionale des comptes, j'en ai vu quand même quelques-uns depuis toutes ces années, et chaque fois, j'ai essayé je l'ai fait d'ailleurs, je me suis plié aux recommandations qui étaient faites parce que, quand on y regarde un peu plus près, ça convient. Et puis il est bien qu'il y ait une règle qui fixe le fonctionnement de tous. Et la Chambre régionale des comptes, elle nous rappelle un peu quelle est la règle. Parce que sans la règle, il n'y a pas de salut. Alors notre salut, il passe par l'application de la règle. Mais les règles changent souvent parce que depuis 2010, les finances publiques ont changé, et si je ne me trompe, il y a encore une réforme qui s'annonce. Est-ce que, pour vous, qui avez de l'expérience, les conseils généraux sont en sursis? Pour moi, ils sont en sursis. Si j'avais mauvais esprit, qu'à Dieu ne plaise d'ailleurs, je dirais qu'on leur a donné un petit sursis jusqu'en 2020, tout ça pour faire plaisir aux élus des radicaux de gauche qui menaçaient de quitter le gouvernement. Je n'invente rien, tout le monde a suivi ça dans la presse et à la télévision. Mais l'idée générale, je crois que tout le monde s'accorde pour laisser imaginer que la suppression des conseils généraux résoudrait tous nos maux. On n'aurait plus de soucis une fois que les conseils généraux auront disparu. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'à l'origine, il y avait bien les communes, les conseils généraux, les députés, les sénateurs et l'État. C'est ça le début. Et puis après se sont ajoutées d'autres couches qui ont fabriqué ce que l'on appelle avec beaucoup d'esprit le millefeuille. Il a mauvais goût, celui-là. Celui-là, comme vous dites, il a vraiment mauvais goût. Ensuite, on dit, parce que quand on veut tuer quelqu'un, son chien, on l'accuse d'avoir la rage, on dit ces collectivités dépensent beaucoup d'argent. Les investisseurs, c'est vrai qu'on dépense de l'argent, mais quand on sait que dans ce pays, qui est le nôtre, auquel nous sommes tous attachés, 72% des investissements qui servent à nos concitoyens sont faits par les collectivités territoriales. Après, on s'étonne qu'ils dépensent de l'argent, les routes, les collèges, la région, le lycée, etc. Et puis je vous en passe les meilleurs. Tout ça, c'est la collectivité. Ou les collectivités, comme vous voulez. Alors, oui, ils dépensent de l'argent, mais nous avons emprunté pour investir dans ce département. Mais on a 72 ou bientôt 73 collèges. Les routes départementales, je n'ai pas à en parler, mais elles sont plutôt en très bon état. Pour nous qui circulons beaucoup sur le Var, effectivement, je crois qu'on peut s'enorgueillir d'avoir des routes en très bon état. Alors, on l'a fait, mais on a bien fait de le faire au moment où on pouvait le faire, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Alors, je n'ai aucun regret, moi, là-dessus. Mais alors, aucun. Il y a un reproche qui revient, c'est que dans votre budget de fonctionnement, le personnel représente 22%, et vos détracteurs disent 22%, c'est la preuve qu'il y en a beaucoup trop. Écoutez, nous avions les personnels nécessaires à notre fonctionnement. Nous avons hérité, lors de deuxième acte de la décentralisation, d'un peu plus de 1000 fonctionnaires, presque 1200 d'ailleurs. Bon. La décentralisation est passée par là.
Si on a l'occasion, je reviendrai sur la décentralisation. Mais si on prend le volet social dont le département s'occupe, qui, bon an, mal an, représente presque 60% du budget de fonctionnement de notre établissement, qui on trouve là? Eh bien, on trouve des personnels qui vont au contact des gens qui sont en difficulté. Si on trouve qu'il y a trop de personnel, il faut modifier les aides que nous apportons. Or, je ne vois pas comment on pourrait ne pas venir au secours de gens qui sont en difficulté. Alors là, je parle de ceux qui sont vraiment en difficulté. Je ne parle pas des difficultés qu'on a avec ceux qui truquent. Bon, c'est la marge, ça. Le reste, ils ont besoin. Et bien, pour faire ça, il faut du monde. Quand vous avez les routes comme le département, il faut du monde pour les entretenir, il faut du monde pour déneiger. Et puis, vous savez, quand on est dans des périodes dramatiques comme on vient de subir depuis quelques années, parce que c'est récurrent maintenant, eh bien, je crois qu'on peut se dire qu'il était bien qu'on ait eu ces personnels des routes et de l'environnement qui soient allés aider les communes en difficulté. C'est bien que ces personnels se soient donnés à fond pour venir en aide à ceux qui avaient, pour certaines, tout perdu. Pour des communes, elles étaient en partie détruites. Eh bien, c'est bien qu'on ait pu être là à ce moment-là, alors où il y a des personnels. Ben oui. Mais alors, ça me fait. Justement, la décentralisation que l'on doit à Gaston Defferre, elle a maintenant quelques décennies. Quel regard portez-vous sur ce grand chambardement que ça a été? J'ai toujours été, et je reste toujours, favorable à la décentralisation. Pour des raisons simples, je pourrais vous citer des lieux communs, on le gère mieux que ce qui est chez nous parce qu'on est chez nous et qu'on est à côté. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais la décentralisation, elle a ce mérite, c'est de pouvoir traiter les problèmes là où ils se posent, d'une part. Deuxièmement, on est dans la proximité. Et la proximité, c'est l'humain. On est au contact des gens qui font appel à nous. On les voit, on leur parle. La proximité, c'est le volet social le plus important que nous ayons à vivre. Or, dans les périodes difficiles comme celles que nous connaissons en ce moment, il est très important que justement, il y ait des contacts permanents avec nos administrés. C'est ce qu'on a. C'est ça la collectivité de proximité. C'est ce qu'on revendique. Donc, et pourtant, on semble aller à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'on veut faire disparaître les départements, on nous dit que gérer de Marseille, ça serait mieux. On recentralise. Après avoir donné un espoir aux locaux, on est en train de tout recentraliser pour des motifs, je n'irai pas jusqu'à dire qui m'échappent, mais je crois que la tendance politique, alors je parle de la tendance politique, quel que soit qui soit au gouvernement, c'est pas ça qui est important. La tendance politique, c'est de toujours imaginer que ce que certains appellent le pouvoir va échapper. Or, on n'a pas de pouvoir. On a des responsabilités à exercer, mais sans pouvoir. Le pouvoir, c'est une donnée quasiment artificielle que chacun crée à sa manière. Par contre, les responsabilités qu'on a, parce qu'on a accepté un poste d'élu, celles-là ne sont pas artificielles. C'est le quotidien. C'est la réponse à une demande. C'est la réponse à la mise en place d'un barreau autoroutier. C'est tout ce qui fait notre quotidien. Vous voyez ce que j'imagine, moi, entre cette notion de pouvoir, qui par moments me paraît dérisoire, et puis la véritable notion qui est celle de responsabilité, parce que nous avons à exercer des responsabilités. Alors justement, aujourd'hui, dans les couloirs du pouvoir, il y a une rumeur qui enfle et qui nous annonce que vous allez quitter vos fonctions. Vous ne serez pas candidat aux prochaines élections? Non, je ne serai pas candidat aux prochaines élections. Je crois que j'ai fait mon temps. Je vais le dire comme ça.
je suis toujours en bonne forme physique, intellectuellement vous en jugerez, et on peut en juger au quotidien, mais si j'ai quelques belles années encore, je ne sais pas, je veux faire un peu autre chose. On a quelquefois des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on se dit, tiens, si j'arrive à le réaliser avant de passer de l'autre côté, ce serait bien. Mais ce que je fais est tellement prenant que ça laisse très peu de place pour le reste. Donc le reste, j'ai un peu envie d'aller voir. Justement, avec votre expérience, aujourd'hui on peut avoir une drôle de perception de la politique actuellement. Comment expliquez-vous ce changement ? Je crois qu'on oublie, quand on parle des hommes politiques, on oublie ces milliers de femmes et d'hommes qui sont là au quotidien, qui ne sont pas des gens connus sur le plan de la presse ou dans les télévisions, mais qui tous les matins vont faire ce qu'ils ont à faire en tant qu'élus, qui le font avec leur conscience, leur honnêteté, leur dévouement. Cela, on n'en parle jamais. C'est un peu comme les trains qui arrivent à l'heure. Et c'est pourtant la grande majorité. Eh bien, attendez, c'est la très grande majorité. Qu'est-ce qu'on aura pas quoi? Quelques affaires ici et là. Certes, ces affaires, elles y sont. Et nous sommes les premiers à être peinés. Mais, à côté de ça, il y a tous les autres. Vous savez, un maire, je vais prendre un maire d'une commune de 800 habitants ou 900 habitants. C'est le chef d'orchestre, il fait tout, hein, le maire. Et il a d'énormes responsabilités. Et il a les mêmes responsabilités qu'un maire de grande ville. Alors que les émoluments... On n'en parle même pas. Parce que quand on dit que ces élus coûtent cher à la République, enfin, il faudrait qu'on se renseigne là, sur ce que peut toucher par mois, quelle est l'indemnité d'un maire d'une petite commune. Enfin, ça me paraît tellement dérisoire ça, qu'on ne va pas en parler. Mais alors, on peut se renseigner, il suffit d'aller sur Internet, on a tout. En 2015, nous allons avoir des élections départementales, parce que maintenant elles ne s'appellent plus cantonales. Nous, on a pris position. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce drôle de découpage qu'ils nous ont proposé. Alors, il y a deux volets, là. Le binôme. C'est soi-disant pour faire des économies. Écoutez, nous étions 43, on sera 46. Enfin, ils seront 46, je dis toujours. Tu vois, quelquefois... non, ils seront 46. Ben, je ne vois pas où est l'économie, mais bref, c'est pas sur ça que je vais m'attarder. L'élection du conseiller général, parce que la sémantique départementale ou cantonale, ça me paraît tellement dérisoire, ça aussi, que c'est pas en termes de vocabulaire qu'on va modifier le fond des choses. Cette élection, c'était une des dernières élections uninominales où un candidat était face à ses électeurs. Et moi, je trouvais ça très bien. Tu vas, tu mouilles ta chemise, tu te fais recevoir bien ou mal, mais tu es en plein milieu, tu es dedans. Là, on fait presque des équipes maintenant. Une équipe de 2, avec les suppléants, ça fait une équipe de 4. On est presque un scrutin de liste bientôt. Et je regrette ça. Je pense que l'élection telle que celle du conseil général, le député dans la même situation, c'est sain pour la démocratie. Parce qu'on voit les candidats, on les interpelle, ils sont là et ils ont des comptes à rendre. Quand on est dans une liste, la tête de liste a peut-être des comptes à rendre, mais après. Et j'aime bien, moi, ce contact. Alors, il va disparaître tout doucement. Je crois que les partis, quels qu'ils soient, aimeraient bien que les scrutins de liste deviennent la norme. Comme ça, c'est le parti qui fait sa liste. Et puis après, bon, moi, je suis un peu nostalgique du contact direct. Vous savez, la réunion publique, on va un peu voir les gens, on se fait dire des quatre vérités. Des fois, c'est nous qui les disons, mais au moins, le contact, il est permanent.
Et puis il y a un autre volet, ce sont le découpage géographique. Alors, je vais donner un seul exemple. Marier Saint-Cyr avec Nance-les-Pins, sur une planche à dessin, ça se passe bien. Mais et quand on est sur le terrain, on voit bien qu'au milieu, il y a la Sainte-Baume quand même. À moins de creuser un tunnel, il faut aller passer dans les... Oh, pour les Varrois, les tunnels, n'en parlons plus. On n'en parle plus en ce moment. Enfin, bref. Je ne dirai rien sur la mésaventure. Si, je vais vous en dire deux mots. La mésaventure qu'on vient de vivre. Parce que c'est une mésaventure au sens strict du terme. La première fois, une panne. La deuxième fois, une panne. Une panne, m'a-t-on dit, due à des travaux d'entretien. La panne de 4 heures du matin à pratiquement midi, 12 heures. Vous avez vu ce que ça a généré. Donc il faut maintenant, et comme le disait le maire de Toulon, Hubert Falco, le tunnel est géré de Marseille. La proximité, là, ça nous laisse un petit peu envisager Exactement. ce qui pourrait se passer à propos du sujet qu'on est en train d'évoquer, de la disparition des départements. Je crois que les choses doivent être gérées localement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compte à rendre. Ça veut dire simplement que localement, on est capable de faire les choses. Alors là, on a vu ça. Le découpage, je pourrais revenir. Les citoyens de Nance-les-Pins, par exemple, iront passer dans les Bouches-du-Rhône pour venir au chef-lieu de canton. En gros, leur chef-lieu de canton, à l'époque où ils étaient dans un canton, j'allais dire normal, je veux dire dans un canton normal, c'était de l'ordre de 12 à 15 minutes. Là, dans le meilleur des cas, ce sera 3/4 d'heure, 1 heure, dans le pire, 2 heures. C'est ça. Alors, donc, on avait fait quelques recours. Et il a bien été dit par le rapporteur qu'il était anormal, etc. Mais que sur le plan de la démographie, c'était très bien. Ouais. Alors, ouais, si on ne tient compte que la démographie, depuis on commence à revenir sur cette notion de démographie des cantons, on dit, mais alors on va envisager des cantons ruraux et des départements ruraux, et on s'aperçoit que dans les départements ruraux, le Rhône va être classé département rural. On est en train, c'est même plus marcher sur la tête. Là. On perd le bon sens. Hein. On perd le bon sens, le strict bon sens qui fait notre quotidien. Alors, vous voyez que Fayence est marié avec Roquebrune-sur-Argent. Là, Ouais. on a fait le Chili. Mais il ne faut pas connaître le département pour faire ça. Vous pensez que c'est fait sur une table à dessin à Paris? Alors là, vous voulez que je vous donne Ouais. le fond de ma pensée? Là, on est dans le charcutage Électoral. pur, dur et simple. Mais alors, vous pouvez regarder tout ce qui a été modifié. Je vais prendre le canton de Brignoles. Tiens, je le prends à dessin puisqu'il n'appartient pas à la majorité que je préside. La commune de Camps n'est plus dans le canton de Brignoles. 4-5 km au maximum, ils se touchent. Ils ne sont plus. C'est un des exemples dont je vous parle. Alors, il y a un autre canton, les gens sont séparés par le plateau de Canjuers dévolu à l'armée. Était-il utile de faire des choses pareilles? Oui, si on a une visée électoraliste pure et dure. Et c'est ce qui est fait. Moi, je prends mon canton. Les communes qu'on m'a enlevé, la dernière fois, je crois que j'ai fait en gros 62% dans chacune de ces communes. Qu'est-ce qu'on espère? Ils pensaient que j'allais être candidat et me faire battre. Ben, pour me faire battre, ben, il suffit de se présenter. Si on est bon, on me bat. Pas compliqué. Hein. Pas... Vous savez, les gens, ils votent comme ils ont envie de voter. Ils réfléchissent. Il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. L'électeur, il est intelligent. L'électeur, il réfléchit. Et quand il va déposer son bulletin dans l'urne, il le fait en âme et conscience. Et si quelquefois on dit qu'il y a des dérives dans les élections, on peut se demander pourquoi l'électeur en est arrivé
à prendre telle ou telle option. C'est ce que j'allais vous Il demander. faut qu'on s'interroge. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu? Eh bien, complètement. Il faut qu'on s'interroge un peu sur nos pratiques. Il faut qu'on s'interroge sur la façon dont on aborde les problèmes. Il ne faut pas toujours accuser l'autre des maux qui sont les nôtres. Il faut se demander pourquoi on est arrivé là. Alors, c'est le jour où on se posera cette question, et de cette manière-là, je pense qu'on redeviendra les élus que nous n'avons jamais cessé d'être, mais nous avons été en quelque sorte dilués dans quelques affaires dont j'ai parlé tout à l'heure et qui existent, qui sont réelles et qu'on déplore. Mais de généraliser comme ça, c'est très malsain pour la démocratie. Et on s'en rend compte que c'est très malsain pour la démocratie. Oui, parce que d'un seul coup, on se retrouve avec des affaires qui n'en sont peut-être pas, mais où on insulte un ministre, où on reproche à un maire le fonctionnement d'un tunnel, attendant de lui qu'il arrive avec une brouette et une pelle. Et le résultat, il est là aussi, c'est que peut-être le regard qu'on porte sur la politique vient de tous ces petits dysfonctionnements administratifs qui nous éloignent de notre quotidien. Vous savez, je crois que lorsqu'on en arrive toujours à vouloir globaliser les choses, à faire quelque chose d'unique où tout se ressemble, où tout est pareil à l'intérieur de cette chose, on est en train de perdre notre âme. Notre vie est faite de particularités. Notre vie, elle est faite de contacts directs. Et c'est pour ça que, quand on dit encore il y a trop de communes dans notre pays, ben notre pays vit de ces petites communes. Il vit de ces maires qui sont à la fois des secrétaires de mairie, des assistants sociaux, qui arrivent à effectuer des tâches qui tissent ces liens sociaux qui nous sont indispensables. Supprimons les maires de ces communes et vous verrez les difficultés auxquelles nous serons contraints dans les années à venir. Parce que tout ce dont on parle, c'est parce qu'il n'y a plus ou que disparaît petit à petit ce contact direct entre les uns et les autres. Peut-être même cette notion de vivre ensemble, notre socle républicain. Alors, notre socle républicain, il était fait justement sur cette vie qui était une vie commune. Les mairies s'appellent maisons communes. Ouais. Il ne faut pas qu'on oublie ça. La commune, ce n'est pas une appellation innocente, c'est un mot qui prend tout son sens quand on y regarde de plus près. C'est-à-dire que tout cela nous appartient à nous tous, mais que nous en sommes responsables, nous tous, et pas simplement ceux qu'on a désignés pour être nos élus. Ceux-là, ils ont à exercer les responsabilités qu'on leur a confiées, mais ils les exercent avec les autres. Alors, notre démocratie, notre République, elle est faite justement parce que ces institutions qui ont été créées en décembre 1789, la commune et le département. Pas bien entendu sous la forme actuelle, mais les bases, elles étaient là. Et les bases de ce pays, elles sont là, et pas ailleurs. Alors, puisque vous venez de nous avouer que vous alliez cesser vos fonctions, votre grande satisfaction de toutes ces années passées à la présidence du Conseil général, le dossier dont vous êtes le plus fier? Spécialement le plus fier de quelque chose, non, pas. Par contre, je suis heureux avec ceux qui m'entouraient, les élus, et je dis bien les élus, je ne parle pas que de ma majorité, je parle des élus, parce que, je l'ai dit hier, j'ai apprécié que les élus, quelle que soit leur appartenance, ont toujours fait passer l'intérêt général du département avant les convictions quelles qu'elles puissent être. Mais par contre, je suis fier de nos collèges, je l'ai dit tout à l'heure, je suis fier de nos routes. Je suis fier de l'aide permanente que le Conseil général a apportée aux communes. Je suis heureux qu'on ait créé les territoires. Vous voyez, c'est
Le Conseil général, je le considère comme un ensemble d'actions qui finalement sont imbriquées les unes dans les autres. Les transports, les collèges, les transports scolaires, ça va ensemble, mais ça va avec le volet routier. Mais la scolarisation, ça passe par la construction de collèges. Donc vous avez là toute une espèce de toile d'araignée qui se tisse le long des années. Et elle se tisse bien par la volonté de ceux qui exercent, et j'y reviens, hein, c'est mon mot préféré, qui exercent des responsabilités. Et quand, alors peut-être notre fierté, c'est quand on se dit, tiens, ces responsabilités, on a été capable d'y faire face. Il y a un volet tout particulier. Dans la crise que l'on connaît depuis cette dernière décennie, il y a quelque chose qu'on devra porter à votre crédit, c'est la cohésion sociale et le souci permanent que vous avez eu d'être à l'écoute de ceux qui sont les plus démunis. Vous savez, je n'ai pas grand mérite à ça. J'ai été instituteur public 38 années de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été au contact permanent des populations et en particulier des enfants, où tous les cas sociaux à l'école, on les avait tous. Et puis on voyait les parents. Et là, je crois que on apprend quelque chose sur la vie. Et ce que j'ai probablement répercuté dans mes actions lorsque j'avais des responsabilités à exercer, c'est finalement ce que j'ai appris quand j'étais instituteur. Alors, c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas grand mérite. J'ai subi une telle formation pendant toutes ces années et que je n'ai fait que rendre ce que l'on m'avait donné. Il est évident pour vous qu'on sortira de cette crise par l'éducation. Ça doit être un des piliers, un de nos soucis majeurs. Vous savez, de tout temps, l'éducation des populations a amené vers beaucoup plus de vie réelle, beaucoup plus de démocratie. C'est d'un côté vous avez l'obscurantisme, de l'autre côté vous avez ceux qui ont réussi à être éduqués. Plus on éduque et plus on s'échappe de l'obscurantisme. C'est comme ça que Jules Ferry avait vu les choses. Puis un bon moment de ça. Les lois organiques de l'école publique obligatoires, elles datent de 1881, 1882 et les dernières en 1883. Depuis, on a modifié beaucoup de choses, mais on est toujours sur cette lancée-là. Et l'éducation, elle permet de faire face. Ce qu'on peut regretter, c'est que les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui ne permettent pas de donner à nos enfants qui ont poursuivi des études, qui ont fait des formations, qui ont appris des métiers, de ne pas pouvoir trouver la juste récompense de ce qu'ils ont fait parce qu'ils trouvent difficilement du boulot. Ça peut être un des sujets sur lesquels il faudrait se pencher. Parce que pour relancer notre pays, ne peut se faire que par l'investissement. Si l'on donne de l'investissement, c'est pour ça qu'on essaye de maintenir, nous, un investissement public le plus haut possible, malgré les contraintes financières dont j'aurai probablement à reparler lors de mes vœux le 7 janvier. Mais enfin, on a été soumis à un traitement très très rugueux, le département du Var. Et quand je dis très rugueux, vous le savez aussi bien que moi, puisque depuis un certain nombre d'années, en gros une dizaine, la non-compensation des phénomènes de la décentralisation, sur le volet social en particulier, fait que le département du Var, c'est-à-dire les Varoises et les Varois, ont donné plus de milliards d'euros qui n'ont jamais été compensés par l'État qui théoriquement nous les doit. Et oui, et si je ne vous confonds pas avec Houdini,
je suis obligé de porter à votre crédit que vous avez fait dans cette décennie toujours plus avec toujours moins. On a essayé, alors j'en ai parlé tout à l'heure, pourquoi on a toujours essayé d'avancer, Alors, il est vrai qu'à une période, ce département pouvait se permettre d'emprunter. Et on a bien fait de le faire à cette période, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire, et qu'aujourd'hui, on ne serait plus en capacité de le faire. Donc on a bien fait d'anticiper. Alors, on dit le département est endetté. Oui, il est endetté. Et il n'y a pas de regret à avoir, d'autant plus que ces grosses dettes dont on parle s'éteignent. Hein. Donc ça veut dire que dans la période dont je parle, les investissements qui ont été faits ont généré de l'économie, ont généré la mise en place d'équipements nécessaires au bon fonctionnement de notre institution. Et tout ça, ça a été possible parce que mes collègues m'ont fait confiance sur cette période, je vais presque dire à 100%, puisque les délibérations du Conseil général sont votées en moyenne à l'unanimité, plus de 98% des fois. Quand vous êtes présent, vous voyez comment les choses se passent. Tout ça parce qu'on est toujours resté dans l'intérêt général de notre... Bon, je n'ai pas essayé d'être un trieur de lentilles. Je n'étais pas là pour ça. J'avais une autre vision des choses. Eh bien, écoutez, Président, on va vous le dire. Le Président ne nous manquera pas, il y en aura un autre. Par contre, la dimension humaine que vous avez su mettre à votre fonction nous fait déjà regretter que vous partiez. Alors, on va vous souhaiter une très bonne année 2015. Vous avez peut-être un vœu pour le département pour cette nouvelle année? Oui, qu'il reste ce beau département qui est le nôtre, qu'il reste unitaire. C'est mon souhait le plus cher, et qu'on continue toujours à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition entre le milieu urbain et le milieu rural. On a eu cette chance qu'on n'a jamais opposé personne dans ce département. Quelquefois, il y a eu mais jamais rien de... Et je crois que c'est ça qui est important, l'unité du département. D'autant plus que notre département est convoité. Vous le savez peut-être mieux que moi, puisque votre métier de journaliste vous fait aller dans des endroits où je ne vais pas. Mais quant à mon départ, il est ce qu'il est. Clémenceau disait que les cimetières étaient remplis de gens indispensables. Je crois que c'était la sagesse pure et dure. Nul n'est indispensable. Et puis il y aura un autre président. Et puis le département, je l'espère, restera éternel. Ça, c'est ma seule crainte, de le voir disparaître, parce qu'il est véritablement une des pièces maîtresses de l'organisation de notre territoire. Alors, mon vœu, c'est de souhaiter longue vie au département, et en particulier au nôtre, et puis que ses habitants continuent à apprécier le département dans lequel ils vivent, parce que si nous méritons bien ce département, il faut que le département puisse compter sur nous pour continuer à exister. Alors, Président, je vais vous dire Alain Kevin. Et que si c'est pas mal, que c'est gain pas main, comme on disait chez nous. Au revoir. Toujours. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous.